Découvrez une affaire des plus mystérieuses qui a provoqué un regain d'intérêt grâce à la participation de la célébrissime Selena Gomez. Je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, la triste histoire de Kurt Sova. Nous postons de nouveaux cas chaque semaine, alors abonnez-vous. La famille Sova vivait à Newburgh Heights, dans l'Ohio. Les parents, Ken et Dorothy, avaient 4 enfants qui étaient tous des garçons. Le plus jeune avait 17 ans et s'appelait Kurt. Il avait une excellente relation avec ses parents et était très proche de ses frères. Depuis très jeune, il a toujours aimé faire rire les autres et était, sans vraiment le vouloir, le centre d'attention. C'était un garçon très sage qui écoutait ses parents et c'est pour cette raison qu'il lui laissait une certaine liberté. Il avait le droit de sortir le soir et ses parents ne lui imposaient aucun couvre-feu. Mais Kurt se fixait lui-même des limites et veillait toujours à être de retour chez lui pour 22h30, 23h, et s'il était en retard, par exemple, il passait toujours un coup de fil à ses parents pour leur dire où il se trouvait et leur expliquer les raisons de son retard. L'après-midi du vendredi 23 octobre 1981, Kurt quitte sa maison pour se rendre à un rendez-vous avec l'un de ses amis, Samuel, avec qui il avait prévu d'aller à un carnaval local. Quand il le retrouve, au lieu de rendez-vous, Samuel lui annonce qu'une fête se déroulera ce soir-là dans un duplex de Newburgh Heights et qu'ils sont tous les deux invités à venir par des connaissances communes s'ils le désirent. Les deux jeunes hommes décident donc d'aller à cette fête, car ça leur semble plus amusant que d'aller au carnaval. Le duplex se trouve à seulement quelques pâtés de maison du domicile de Kurt, sur l'avenue Harvard. Kurt était très excité à l'idée d'aller à cette fête, et à l'idée de se faire de nouveaux amis et bien plus âgés que lui. Une fois là-bas, les deux jeunes garçons de 17 ans, qui ne pouvaient pas acheter d'alcool, étaient heureux de se retrouver dans un endroit où l'alcool coulait à flot. Ils buvaient avec les adultes et passaient un beau moment. Mais ce que ne savait pas Kurt, c'est que cette soirée allait tourner au cauchemar. Comme vers 23h, il n'est toujours pas rentré chez ses parents, eh bien, il s'inquiète immédiatement. Ils se mettent donc à sa recherche, mais ne le trouvent nulle part. Ils n'ont pas cherché dans la rue où se trouvait le duplex, car ils ne connaissaient pas l'existence de cet endroit. Ils ne savent donc pas qu'une fête a eu lieu là-bas, et surtout, ils ne savent pas que leur fils était présent à cette fête, car il leur avait dit, encore une fois, qu'il allait au carnaval. Les parents interrogent leurs voisins, mais personne ne sait où est Kurt. Et comme il est trop tard pour continuer les recherches, ils vont se coucher, et à leur réveil, Dorothy, la mère, appelle tous les amis de Kurt pour essayer d'obtenir des informations. Malheureusement, aucun des véritables amis de Kurt ne savait où il était, et encore moins qu'il était à une fête la nuit précédente. Ken, le père, continue de fouiller le voisinage, mais ça ne donne rien. Dimanche, toujours sans nouvelles de leur fils, et malgré les efforts pour le retrouver, les parents, Ken et Dorothy, décident de se rendre au commissariat pour déclarer la disparition de leur fils. Après ça, ils se remettent immédiatement à sa recherche, fouillant les allées et les poubelles. Sa mère n'abandonne pas et continue d'interroger tous les amis et toutes les personnes vivant dans les environs, et c'est grâce à ça qu'elle apprend qu'une fête avait eu lieu dans un duplex du coin, le soir de la disparition de son fils. Quand elle apprend ça, elle se rend immédiatement au duplex, tape à la porte et demande à parler au propriétaire. La personne qui lui ouvre lui explique qu'elle est juste la babysitter et que la propriétaire est absente. Dorothy lui demande s'il y a eu une fête dans ce duplex, et si Kurt Sova était présent, mais la babysitter lui explique ne rien savoir. Dorothy lui donne alors son numéro et lui demande de dire à la propriétaire de la rappeler le plus rapidement possible. Pour information, la propriétaire du duplex est une certaine Debbie Sams, et elle vit dans cet appartement avec son frère, Clayton, et une colocataire du nom de Missy. Juste au moment où Dorothy ne savait plus où aller pour obtenir des réponses, elle reçoit un appel de cette Debbie. Celle-ci lui affirme qu'il n'y a jamais eu de fête dans son duplex le soir de la disparition de Kurt et qu'elle ne l'a jamais vu. Et Dorothy la croit, mais un livreur de pizza la contacte pour lui dire qu'il y avait bel et bien une fête ce soir-là, car il avait livré des pizzas là-bas, et il ajoute que Kurt était bien présent
car il l'a vu de ses propres yeux. À ce moment, Dorothy se rend compte qu'on lui a menti. Elle rappelle alors Debbie pour exiger d'elle qu'elle lui dise la vérité. Et Debbie finit par avouer. Oui, il y avait bien une fête ce soir-là, et Kurt était bien présent, mais elle n'en sait pas plus. En menant son enquête, la mère de Kurt découvre que le jour de sa disparition, son fils avait séché les cours et qu'il s'était rendu dans un magasin où il avait demandé à un adulte de lui acheter de l'alcool. Il se serait ensuite rendu chez sa petite amie, et là-bas, il aurait passé sa journée à boire de l'alcool. La boisson qu'il avait consommée était de l'Everclear, un alcool extrêmement fort qui est d'ailleurs banni dans 14 États des États-Unis, car il pouvait être fatal. Le fait qu'il ait bu autant d'alcool avait beaucoup surpris et choqué sa mère et ses amis, car Kurt n'était pas connu pour être un grand buveur. Les parents de Kurt sont ensuite allés interroger Samuel. Celui-ci leur a expliqué que le soir de la fête, Kurt avait tellement bu qu'il avait du mal à tenir debout et qu'il ne se sentait pas bien. Debbie lui avait alors demandé de faire sortir Kurt, car il renversait des objets et causait des problèmes. Samuel l'a donc emmené dehors pour qu'il prenne l'air. Ils sont restés dehors 20 ou 30 minutes, mais comme il faisait plutôt froid cette nuit-là et qu'aucun d'eux n'avait de veste, Samuel est retourné à l'intérieur pour récupérer leur veste. Il explique qu'il ne serait resté à l'intérieur que 2 ou 3 minutes, mais qu'à son retour, Kurt avait disparu. Il ne se trouvait plus contre la barrière où il l'avait laissé. Il explique alors avoir fouillé les rues environnantes et même un parking vide qui se trouvait à proximité du duplex à la recherche de Kurt, mais comme il n'arrivait pas à le trouver, il avait pensé que Kurt était probablement rentré chez lui à pied, ou bien que quelqu'un l'avait pris en voiture pour le raccompagner chez lui. Il ajoute qu'il pense que quelqu'un l'a sûrement fait monter dans sa voiture, car tout s'est passé très vite et qu'il avait disparu en quelques minutes. Il a alors décidé de retourner à la fête, convaincu que Kurt devait être rentré chez lui. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ken et Dorothy se rendent par la suite à de nombreuses reprises au duplex afin de poser des questions à Debbie, mais cela ne mène nulle part, car elle n'est pas très coopérative, sans compter que ça faisait environ 3-4 jours que Kurt avait disparu et que la police ne faisait pas grand-chose. Dorothy et Ken décident alors qu'ils vont eux-mêmes enquêter pour trouver des réponses à leurs questions. Ils prennent donc les choses en main. Ken excédé décide de se rendre avec ses 3 fils chez Debbie pour faire leurs propres recherches. Ils arrivent donc devant la porte du duplex et ils la défoncent. Et ils rentrent donc à l'intérieur à la recherche d'indices. C'est ainsi qu'ils retrouvent la veste de Kurt à l'intérieur. Malheureusement, ils ne trouveront que cette veste. Et entrer par effraction dans un appartement étant illégal, Debbie appelle la police pour les informer que la famille Sova s'est introduite chez elle sans son accord. La police n'a pas d'autre choix que de leur donner l'ordre de cesser de se rendre au duplex, ou sinon ils seront poursuivis pour harcèlement. La famille Sova se sent alors trahie, car en plus de ne recevoir aucune aide de la part des policiers, eh bien maintenant, ils risquent la prison. Ils ont donc continué à mener l'enquête, mais loin de l'endroit où Kurt a été vu pour la dernière fois, et aidés de 30 à 250 volontaires, ils ont continué à rechercher Kurt, mais n'ont rien trouvé. Mais le lundi 26 octobre 1981, soit 4 jours après la disparition de Kurt, quelque chose d'étrange se produit. Un sans-abri entre dans un magasin de disques très populaire des environs, et il va voir la manager. Et il pointe du doigt un flyer accroché sur la vitrine. C'est un avis de recherche pour Kurt Sova. Et il dit à la manager, je cite, « Ils vont le trouver dans 2 jours et ils ne vont pas savoir ce qui lui est arrivé. » Fin de citation. Et ensuite il ajoute qu'elle peut enlever l'affiche car elle sait maintenant ce qui va lui arriver. Et au début, la manager n'a raconté cet incident à personne, car elle avait entendu parler d'un sans-abri du coin qui racontait des histoires à dormir debout, et elle avait pensé que c'était probablement lui. Après tout, ce SDF racontait partout qu'il pénétrait dans l'aéroport international de Cleveland Hopkins pour voler les chaussures des cadavres qui transitaient à l'aéroport. Et de nombreuses personnes considéraient qu'il était fou, et personne ne croyait un seul mot de ce qu'il disait. C'est pour cette raison qu'elle ne l'a pas pris, encore une fois, au sérieux. Cependant,
Elle découvrira plus tard qu'elle aurait dû l'écouter. Et ce n'est pas la seule chose d'étrange, d'ailleurs, qui est arrivée ce jour-là. Un des amis de Kurt, nommé David Trenag, roulait en voiture à environ 1,5 km du domicile de Kurt pour se rendre à un entretien d'embauche, quand il a vu 2 garçons descendant la rue. Il affirme avoir reconnu Kurt. Il s'est donc garé le long de la route pour le prendre en voiture, car il savait que Kurt n'était pas véhiculé, mais au moment où il a appelé Kurt, eh bien celui-ci s'est mis à marcher dans la direction opposée et a crié le nom Franco. Ensuite, Kurt et l'autre type qui était avec lui et que David ne connaissait pas ont traversé la route et sont montés dans un van garé de l'autre côté de la route avec probablement ce Franco à l'intérieur. Le véhicule a ensuite démarré avec Kurt à son bord. À ce moment, David ne savait pas que Kurt était porté, disparu, donc il n'a pas suivi ce van ou confirmé que le jeune homme qu'il avait vu était bien Kurt à qui que ce soit. Mais dès qu'il a appris la nouvelle de la disparition de Kurt, il est tout de suite allé s'excuser auprès de la famille Sova et leur a expliqué que s'il avait su, il aurait tout fait, en tout cas tout ce qui était en son pouvoir pour suivre ce van. Et encore aujourd'hui, il s'en veut énormément, car il est probablement la dernière personne à avoir vu Kurt vivant. Le lendemain, vers 3h du matin, Dorothy et Ken sont réveillés par un coup de téléphone. C'est Debbie, et elle explique à Dorothy qu'il y a un garçon endormi dans sa cave, et que c'est peut-être Kurt. Dorothy ne sait pas si elle peut la croire, ou lui faire confiance, car après tout elle lui a déjà menti, mais elle décide d'envoyer Ken vérifier si son fils est bien dans cette cave. Une fois arrivé là-bas, il descend dans la cave, allume la lumière, et il ne trouve personne, juste un lit de camp, avec un oreiller et une couverture, comme si quelqu'un avait dormi là-dedans. Il rentre chez lui, plus déçu que jamais. Nous sommes maintenant le 28 octobre à 17h30, soit 5 jours après la disparition, quand des enfants qui marchaient dans un ravin tombent sur quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Le corps d'un garçon parmi les détritus. Il lui manque ses 2 chaussures, cependant sa chaussure gauche sera retrouvée 3,5 mètres plus loin dans un buisson. Il a à son pied droit une chaussette, mais pas à son pied gauche. Et ce que la police remarque immédiatement en arrivant sur la scène du crime, c'est que les pieds et les chaussettes du jeune homme ne sont pas très sales, ce qui laisse penser qu'on l'a déposé là et qu'il n'a pas marché jusqu'au ravin. Ce corps sera identifié plus tard comme étant celui de Kurt Sova. Et il a été retrouvé à seulement 500 mètres du duplex où il a été vu pour la dernière fois 5 jours après sa disparition. Quand les parents de Kurt apprennent la nouvelle, ils sont dévastés mais aussi confus car Ken avait fouillé ce ravin de manière méticuleuse 24 heures auparavant et il n'avait trouvé aucun corps. La police pense que là où les personnes qui ont abandonné le corps connaissaient bien les environs et savaient que des enfants allaient régulièrement jouer dans ce ravin et que le corps serait retrouvé assez rapidement. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Il est donc évident que le corps a été placé là-bas dans les 24 heures précédant la découverte du corps, mais ce qui est assez étrange, c'est que lors de l'autopsie, le médecin légiste trouve juste quelques bleus et de toutes petites égratignures sur le corps de Kurt, juste des traces finalement que n'importe quel adolescent de son âge aurait pu avoir sur son corps. Il s'attendait à une scène de crime horrible, brutale, mais ce n'était pas le cas. Lors de l'autopsie, le docteur Alderson a découvert que Kurt était mort 24 à 36 heures avant la découverte de son corps, et si on prend en considération cette information et le fait qu'il a disparu depuis 5 jours, on peut se demander ce qu'il a bien pu faire entre le moment de sa disparition et son décès. Le taux d'alcool dans le sang de Kurt était de 0,11%, insuffisant pour être mortel, et aucune drogue dure n'a été retrouvée dans son sang. Kurt n'ayant pas été battu, n'ayant subi aucun traumatisme, et comme il n'avait aucune maladie préexistante, le docteur Alderson déclare que le décès de Kurt est de cause inconnue. Ses parents sont dévastés et la police ne les aide pas vraiment à comprendre en tout cas ce qui est arrivé à leur fils, car elle considère la mort de Kurt comme un simple accident et ne mène donc aucune enquête. Et vous vous souvenez de cet étrange sans-abri dont nous vous parlions précédemment et de ce qu'il avait dit à Judy, la manager du magasin de disques.
tout s'est effectivement déroulé comme il l'avait prédit. Mais encore plus étrange, un jour avant la découverte du corps de Kurt, Judy avait trouvé un bouquet de fleurs devant le magasin de disques. Une note se trouvait à l'intérieur, elle disait « Les roses sont rouges, le ciel est bleu, ils l'ont retrouvé mort et ils te trouveront toi aussi. » Et Judy était tellement effrayée par ce message qu'elle a décidé de contacter la police afin de leur raconter ce qui était arrivé avec ce sans-abri. Et à ce moment, le corps de Kurt n'avait pas encore été retrouvé. Les policiers ont donc arrêté le sans-abri, l'ont amené au commissariat afin de l'interroger, et après son interrogatoire, et convaincus qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Kurt, ils l'ont laissé partir. Cependant, après la découverte du corps, les policiers ont cherché à l'interroger à nouveau, mais il avait disparu. Et nombreuses sont les personnes qui pensent que la police a probablement remis, qui sait, un meurtrier en liberté. La mère de Kurt, quant à elle, est convaincue que Kurt était bien allongé dans le lit de camp, qui se trouvait dans la cave de Debbie quand elle l'a appelé, et qu'il devait probablement être déjà mort. Elle pense que Debbie, prise de remords, aurait décidé de l'appeler. Mais que Debbie ou un de ses colocataires aurait paniqué à l'idée qu'elle ou Ken découvre la vérité et qu'il se serait alors débarrassé du corps de Kurt dans le ravin, à proximité. Ce qui expliquerait pourquoi, quand Ken a fouillé ce ravin, le corps n'y était pas. Et pourquoi 24 heures plus tard, il y était. 3 mois plus tard, en janvier, un autre garçon des environs disparaît lui aussi. Son nom est Eugène Vetz. Il était âgé de 13 ans et a disparu entre le 27 et le 28 janvier 1982. Et chose étonnante, il sera lui aussi retrouvé 4 à 5 jours plus tard, le 1er février, dans un ravin à 3,5 km de l'endroit où le corps de Kurt a été retrouvé. Lui aussi n'avait que quelques coupures et bleus sur le corps, et il lui manquait aussi sa chaussure droite qui n'a jamais été retrouvée. La cause de sa mort n'a pas pu être déterminée, alors le médecin légiste a évoqué l'hypothèse qu'il aurait chuté dans le ravin, mais il n'a pas su dire s'il était tombé ou si on l'y avait poussé. Ces 2 jeunes hommes vivaient à un pâté de maison l'un de l'autre et se connaissaient depuis qu'ils étaient jeunes. Et en tout cas, la similitude entre ces 2 décès fait penser à de nombreuses personnes que ces 2 morts sont probablement connectés et que les 2 jeunes hommes ont probablement été assassinés par la même personne, peut-être ce sans-abri que la police a laissé filer, qui sait. Quoi qu'il en soit, 1 an plus tard, une femme a contacté le père, Ken, pour lui dire qu'elle avait été témoin de quelque chose d'étrange peu de temps avant la découverte du corps de Kurt. Elle avait vu 2 hommes traînant ce qui semblait être un adolescent inconscient vers le ravin. Elle a pensé qu'il était probablement ivre, car il avait fait la fête la nuit précédente, et que ses amis le ramenaient simplement chez lui. Donc elle n'en avait parlé à personne, pensant que ce n'était pas important. Mais quand elle a appris que Kurt avait été retrouvé mort sans sa chaussure droite, elle s'était rendue compte que cet ado inconscient était en réalité Kurt, parce qu'elle se souvenait de ce détail. Elle a expliqué à Ken qu'elle était allée voir la police pour leur raconter ce qu'elle avait vu, mais que jamais ils ne l'avaient pris au sérieux. La mère de Kurt avait affirmé qu'elle ne cesserait jamais de chercher des réponses, car ce n'était pas normal qu'un jeune garçon en pleine santé disparaisse 5 jours et finisse mort dans un ravin. Malheureusement, les parents de Kurt sont décédés sans savoir ce qui était réellement arrivé à leur fils. Et aujourd'hui, c'est Kevin, le frère de Kurt, seul membre de la famille encore en vie, qui se bat pour que justice soit faite pour son frère. Kevin pense que son frère est décédé probablement car il avait trop bu, ou qu'il avait consommé un mélange de drogue et d'alcool pendant la fête, qui l'aurait rendu malade. Il pense que Debbie et ses colocataires l'ont gardé dans la cave pour essayer de le remettre sur pied, mais qu'il aurait fini par mourir, et qu'ils auraient paniqué et décidé d'abandonner son corps dans un ravin. À la mort de Dorothy, Kevin a découvert de nombreuses boîtes contenant tous les éléments qu'elle avait découverts pendant l'enquête qu'elle avait menée sur la mort de son fils, des détails que même la police n'avait pas en sa possession, et pour cause, pas grand-chose n'avait été fait par la police de Newburgh. Kevin a envoyé ce qu'il avait en sa possession à la police de Cleveland, qui n'ayant reçu que 2 photos, l'une de Kurt dans une ambulance et l'autre
de Kurt sur une civière ont confirmé que l'enquête n'avait pas été faite correctement. Et quoi qu'il en soit, la scène de crime n'a pas été correctement documentée. En plus de cela, le duplex n'a jamais été fouillé par la police de Newburgh. La police de Cleveland avait, à l'époque, proposé son aide, ayant de plus gros moyens, mais celle de Newburgh, Heights, avait refusé cette aide. Et c'est bien des années plus tard, quand ils ont demandé à voir le dossier et qu'ils ont reçu une enveloppe contenant seulement 4 photos et quelques feuilles de papier, que l'un des détectives de Cleveland, en charge du dossier, a qualifié ce dossier, je cite, de blague. Il manquait des documents, des preuves, des témoignages, et aucune personne à la fête n'avait été interrogée par la police. Il n'était absolument pas normal que la police ait si peu d'indices alors que Dorothy en avait, elle, tellement. Il a aussi été découvert que certains membres de la police de Newburgh 8 étaient corrompus. Robert Carras, par exemple, le détective en charge de l'enquête sur la mort de Kurt, a été arrêté et condamné à 4 ans et demi de prison en 1991 pour trafic de drogue aggravé. Il a également été condamné pour avoir frappé un homme avec une lampe torche et avoir frappé un autre homme au visage pendant un interrogatoire. Toutes ces choses prouvent qu'il a abusé de son pouvoir pendant son mandat. Il a donc été renvoyé de la police de Newburgh 8. Il a été interrogé pour savoir s'il avait quelque chose à voir avec la mort de Kurt, mais aucun élément n'a été trouvé, laissant penser qu'il aurait pu être responsable de sa mort, et donc aucune charge n'a été retenue contre lui. Robert n'est pas le seul policier de Newburgh 8 qui a été interrogé dans le cadre de l'enquête sur la mort de Kurt. Le chef de la police de Newburgh 8 de l'époque, nommé Jeff Lucas, avait été aussi reconnu coupable de falsification de documents et banni de la police. Lui aussi a été interrogé car il était suspecté de ne pas avoir mené correctement l'enquête sur la mort du jeune homme. Il a cependant affirmé que c'était injuste d'insinuer qu'il n'avait pas bien fait son travail seulement parce qu'il avait commis un crime qui en plus n'avait rien à voir avec la mort de Kurt. Mais personne ne l'a vraiment cru. Bien des années plus tard, en 2016, le nouveau chef de la police de Newburgh 8, qui était au lycée à l'époque de la mort de Kurt, a décidé, lui, de rouvrir l'enquête, car selon lui, les précédents enquêteurs en charge de l'affaire n'avaient pas fait un travail assez méticuleux. Il pense qu'il reste probablement des témoins et que l'affaire peut encore être résolue. Il a donc envoyé le dossier de Kurt, ainsi que toutes les informations que sa mère avait recueillies au fil des années à un professeur en criminologie de l'université de Tiffin, afin que lui et ses élèves puissent étudier tous les éléments et voir s'ils pouvaient aider à faire avancer l'enquête. Malheureusement, ça n'a rien donné. Un an plus tard, le 22 mai 2017, dans un forum de discussion sur l'affaire, une personne affirmant être l'un des 3 garçons qui avaient retrouvé le corps de Kurt a expliqué que ce certain Franco, vous savez, qui aurait été appelé par Kurt avant de monter dans le van, serait en fait un certain Craig H. Franco. Étrange coïncidence, il a été assassiné la même année que la mort de Kurt, le 4 décembre 1981, alors qu'il travaillait dans une station-service qui se trouvait à environ 10 minutes de voiture de l'endroit où le corps de Kurt a été retrouvé. Et d'après lui, il est vraiment étrange que ce Franco n'ait pas été interrogé par la police après la découverte du corps de Kurt, car il savait probablement ce que Kurt avait fait entre le moment de sa disparition et le moment de sa mort. Malheureusement, nous ne saurons jamais s'il avait les réponses aux questions que la mère de Kurt pouvait se poser. Une récompense de $10 000 a été offerte à quiconque aurait des informations concernant la mort de Franco. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver si ce crime a été résolu ou non. Enfin, une chose est sûre, il semble que de nombreux crimes violents aient eu lieu dans cette ville en peu de temps. Et on peut se demander s'ils ne sont pas tous liés. En tout cas, 39 ans après la mort de Kurt lors d'un événement appelé Crowd Solve en février 2020, ça veut dire résolu par la foule en français, pendant la CrimeCon, c'est une convention annuelle qui rassemble des passionnés de faits divers, de true crime, qui se déroulait donc cette année à Chicago du 21 au 23 février, la police de Newburgh 8 a présenté toutes les informations en leur possession sur le cas de Kurt Sova à des amateurs de faits divers, car ils voulaient savoir si un œil nouveau pouvait être
apporté à cette affaire. Ils ont donc laissé de simples citoyens enquêter comme s'ils étaient les enquêteurs en charge de l'affaire. Ils pouvaient partager leurs théories et même interroger Kevin, le frère, et Selena Gomez était venue, avec sa mère, participer à cet événement. Les autres participants ont affirmé qu'elle était attentive, qu'elle prenait des notes, qu'elle partageait ses théories et prenait cette enquête très au sérieux. Sans le savoir, en enquêtant sur ce cas, Selena Gomez a permis la médiatisation de cette enquête non résolue et a fait connaître l'histoire de Kurt à encore plus de monde. Les gens étaient émus à la fin de l'événement quand le frère, Kevin, a remercié les participants pour leur travail et a exprimé toute sa gratitude aux personnes qui étaient présentes. Pour l'heure, nous ne savons pas à quelles conclusions sont arrivés ces détectives en herbe. Leurs conclusions ont été gardées secrètes et remises à la police de Cleveland. Comme c'est très récent, tout cela est encore en cours et nous espérons bientôt vous apporter des réponses ou des nouvelles de ça. N'hésitez pas en tout cas à nous donner vos théories. Bref, c'est tellement mystérieux et en tout cas, nous pensons qu'il serait intéressant que ce genre d'événement, comme la CrimeCon, puisse être utilisé pour mettre en lumière plus d'affaires méconnues et non résolues. Peut-être même que l'idée pourrait s'appliquer à d'autres pays dans le monde, comme la France, par exemple, où des passionnés de faits divers pourraient se pencher sur des crimes non résolus pour y apporter un regard neuf. J'avais trouvé cette idée extrêmement intéressante, c'est pour cette raison que j'avais envie de vous en parler, en tout cas de vous parler de ce cas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce genre d'événement. J'espère sincèrement que cet événement permettra en tout cas de résoudre cette affaire et que justice sera rendue pour Kurt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces passionnés de faits divers avaient vraiment à cœur de vouloir résoudre cette affaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. La situation a l'air d'être toujours la même, si ce n'est pire concernant le coronavirus. Ne perdons pas espoir, ne relâchons pas nos efforts et restons vigilants. Suivez-nous sur Instagram avec ma sœur, c'est LilaXLilia. On est toujours un peu plus nombreux, c'est vraiment trop mignon. C'est difficile pour l'instant de communiquer sur cette plateforme sans nos visages, mais ça arrive. Et merci pour les tipeurs, ceux qui ont donné de leur temps, ceux qui ont donné des tips, c'est vraiment très très gentil et généreux. Et je vous dis à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.